le regard que j'ai sur moi-même et quelle est l'importance que je donne au regard des autres sur moi. Parce que j'ai eu des retours d'hommes sur des vraies souffrances par rapport à la perte de cheveux. Comment travailler l'image de soi? Il y a des personnes qui vont se dire « je vais faire de la chirurgie, ça va résoudre tous mes problèmes ». J'irai même plus loin, c'est une perte identitaire. Il y en a à qui ça va très bien. Ça va très bien d'ailleurs, c'est vrai, c'est vrai. Jason Statham pour ne citer que lui. Entre autres. Bonjour Isabella. Bonjour Sarah. Tu vas bien? Bien et toi? Peux-tu te présenter? Moi, je te connais parfaitement, mais pour nos auditeurs. Alors, je suis Isabella Messina, comme tu l'as bien souligné. J'ai mon agence de formation, consulting marque employeur et coaching en développement personnel et professionnel, principalement pour les hommes. Tout au long de tes années d'expérience, as-tu rencontré des hommes qui étaient en souffrance, en manque de confiance en eux? Alors oui, autant les femmes que les hommes, hein, bien évidemment, mais on remarque, oui, qu'il y a de plus en plus de manque de confiance chez les hommes. Alors, si on fait juste un petit feedback déjà sur l'inconscient collectif, l'homme, il doit être fort. On part du principe que... Le prince charmant doit être fort, forcément. Voilà, oui, forcément, le prince charmant, il doit être fort, voilà. Tu vois, dans l'inconscient collectif, on dit l'homme, il doit être fort. Déjà, ne serait-ce que par sa carrure ou le fait que, voilà, les muscles, etc. Naturellement, physiologiquement, déjà, on le sait, il est plus fort, physiologiquement. Mais inconsciemment, on attribue de cette force physiologique, le fait qu'il doit être fort aussi psychologiquement. Si tu fais un regard historique en arrière, l'homme à l'époque, il devait aller travailler, la femme en effet restait à la maison, hein, c'était l'époque du patriarcat, ou même les hommes partaient à la guerre, hein, les femmes ne partaient pas à la guerre. Finalement, il y avait ce côté pilier. Je dois tenir la maison, je dois être présent. 19e, 20e siècle, là, en effet, soulèvement de femmes, nous aussi on veut les mêmes droits et pouvoir aller travailler, ce qui était nécessaire. Aujourd'hui, en effet, on a les mêmes droits, etc. Donc la société a évolué à ce niveau-là. Il y a eu une évolution des droits, il y a eu une évolution des positions, mais il n'y a pas eu d'évolution sur le regard des responsabilités psychologiques de l'homme. D'adaptation. Ouais, psychologiquement, la charge mentale, on s'en préoccupe peu. C'est-à-dire qu'on va aller plus vers la femme. Si je vois un petit garçon et une petite fille, naturellement, qui pleurent hein, tous les deux, naturellement, je vais aller d'abord vers la petite fille. Parce que le petit garçon, lui, il doit être fort. Et ça, c'est vraiment de l'inconscient collectif. Tu te retrouves finalement à ce que les hommes, aujourd'hui, ne savent pas comment exprimer leurs émotions. Parce que je dois être fort. Donc, ils sont complètement déconnectés. Soit ils sont hyper connectés à leurs émotions, mais ils ne savent pas s'ils ont le droit, en fait, de l'exprimer. Parce que l'image, c'est « je dois être fort ». Cette question de confiance en soi vient de là. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce que finalement la confiance en soi à travers ça? Quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? On peut dire aujourd'hui que l'estime de soi, c'est la valeur que je m'apporte. D'accord. Donc la valeur que je m'apporte, elle peut être définie justement à travers différents piliers. La confiance en soi, l'image de soi et l'amour de soi. L'amour de soi, c'est ma capacité à être bienveillant envers moi-même. La confiance en moi, c'est ma capacité à ce que peu importe les obstacles, je sois en capacité de rebondir. L'image de soi, c'est la capacité à prendre suffisamment de recul par rapport au regard que je peux avoir sur moi-même, mais aussi l'importance que je donne au regard des autres sur moi. Imagine, tu as plusieurs piliers qui la construisent. La confiance en moi, l'amour de moi, l'image de moi et l'affirmation de moi-même. Oui. Et d'ailleurs, dans ton métier, dans ce que tu fais, l'image de soi est l'un des piliers. Alors bien évidemment, les autres interagissent les uns aux autres, hein, mais l'image de soi, ça va être vraiment, ok, quel est le regard que j'ai sur moi-même et quelle est l'importance que je donne au regard des autres sur moi. Donc j'ai peur en fait du jugement des autres, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi et même des fois même de mon apparence aussi physique. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui où, ok, on va travailler les différents piliers, les croyances de l'enfance, tout leur système intrinsèque est beaucoup plus profond, mais des fois aussi, ça peut être un tout petit élément qui semble petit, mais qui va impacter tout le reste, et ça peut être justement leur apparence physique. Comment travailler l'image de soi? L'importance de l'image de soi? Alors, l'image de soi, ça va nécessiter déjà de faire un pas de côté et de se dire, ok, qu'est-ce qui est important finalement là-dedans? Ce que je pense de moi-même ou l'importance que je vais donner au regard des autres sur moi? Il y a certaines imperfections qui nous gênent, nous gênent nous-mêmes, pas forcément le regard qu'apportent les autres sur nous. Oui, oui. Tu peux avoir en effet des personnes avec lesquelles on va travailler et à un moment donné, on va se retrouver à une impasse qui est, ok, j'ai besoin aussi, pour me sentir mieux,
d'aller travailler sur mon aspect même physique et sur mon apparence. Parce que j'ai eu des retours d'hommes sur des vraies souffrances par rapport à la perte de cheveux. On a une certaine image de soi, on se connaît avec une certaine chevelure. Oui. Et au fil des années, les choses évoluent, changent, on perd ses cheveux. Donc on fait un petit peu le deuil, c'est une vraie souffrance. C'est une vraie souffrance. J'irai même plus loin, c'est une perte identitaire. Qui je suis si je ne suis pas ce que je veux représenter. À une époque, dans les années 70-80, la chevelure, les hommes, ça marquait même un statut social. La bourgeoisie. Ah bon? Oui. Alors que les personnes qui avaient plus les cheveux rasés, on associait ça plus à des dollars ou même des gens cancéreux. Donc à chaque génération, on va avoir un modèle physiologique, un physique d'apparence et inconsciemment, on l'associe à un certain niveau socio-professionnel. Niveau social, une identité. Et identitairement, finalement, le système m'associe en fonction de ma apparence à une identité. C'est hyper difficile. Et pour l'homme, c'est le cas. Si j'ai les cheveux courts à l'époque, j'étais associée à un tolard ou à un cancéreux. Alors qu'on était plutôt à l'indolent, etc., les petits cheveux dans le vent, etc., plutôt beau gosse. Donc là, ouais, la virilité, elle y est. Donc, quand tu as cette image que la société te renvoie, si tu perds tes cheveux, forcément, tu ne le vis pas bien. Oui, même si on travaille en effet là-dessus en coaching et en accompagnement, bien évidemment, on va résoudre d'autres choses à côté, mais des fois, ça ne suffit pas. Il y a la case, en effet, chirurgie esthétique qui peut... Chirurgie ou même médecine esthétique, hein, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la chirurgie. Bien sûr, chirurgie, médecine esthétique, donc qui permettent justement de se réapproprier, bien évidemment avec un travail en parallèle psychologique, mais se réapproprier son identité. Et ça peut passer par là. C'est-à-dire que la perte de cheveux est le premier signe de vieillissement chez les hommes. Visible chez les hommes, oui. Et c'est-à-dire que même, c'est un marqueur de jeunesse. C'est-à-dire que je peux avoir un homme jeune, mais qui, s'il est chauve, je vais probablement dire qu'il est plus âgé. Ouais. Et justement, est-ce que toi, dans ton activité, est-ce que tu as pu rencontrer des hommes qui ont vécu cette perte de cheveux comme une première phase du vieillissement? Alors oui, moi les patients, les hommes qui viennent me consulter, forcément c'est un sujet pour eux, c'est quelque chose qui les gêne, sinon ils ne vont pas consulter un médecin esthétique. Ils le vivent vraiment comme un déclin. Une dégradation de l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Quand on est jeune, on a une ligne frontale parfaitement dessinée, plus ou moins droite, et le fait qu'il y ait ce recul, ça les renvoie vers l'image. Alors l'alopécie, la perte de cheveux est souvent génétique, donc ça les renvoie à l'image de leur père, leur grand-père qui est beaucoup plus âgé. Ils ne le vivent pas forcément bien. Est-ce qu'ils ont des difficultés justement à l'exprimer? Est-ce que tu le perçois? Alors, c'est pas toujours évident, hein. Ils se plaignent d'un petit recul, souvent, une petite perte. Et après, tout au long de la consultation, de l'entretien, on se rend compte que c'est un vrai mal-être. Je leur dis, hein, écoutez, si l'intervention n'est pas urgente, on peut la programmer dans 6 mois, 1 an. Et là, tu vois tout de suite qu'ils ont envie de la faire dès qu'il y a une date qui se libère. C'est un vrai... c'est une charge mentale. C'est une charge mentale. Et émotionnellement, est-ce que c'est quelque chose qu'ils arrivent à assumer, dire voilà, non, vraiment je le vis mal? Est-ce que je suis compris de par mon entourage ou pas du tout? Alors, vu qu'ils ont le driver de soi fort, même si la perte de cheveux, c'est quelque chose qui les chagrine, ils ne vont pas l'exprimer forcément. Ils préfèrent dire non, moi ça me dérange pas, au pire je me raserai le crâne. Mais très souvent, il y a une vraie souffrance derrière. Ce n'est pas la même souffrance pour tous les hommes. Ah, bien sûr. Il y en a qui le vivent super bien. Il y en a à qui ça va très bien. Ça va très bien d'ailleurs, c'est vrai. Jason Statham pour ne citer que lui. Entre autres, voilà. J'en connais quelques-uns. Pour qui c'est, justement, Jason Statham, ça marque la virilité. Pourtant, il est rasé. Et ça n'en avait rien à son charme. Donc, évidemment que ce n'est pas pour tous les hommes et qu'il y a des hommes qui vivent super bien avec et c'est génial. Bien sûr. Mais tu en as pour lesquels il y a une association de la chevelure à la virilité, à l'identité, à la force. Ouais, la force, la présence. Et la jeunesse. La jeunesse. C'est plus la jeunesse que la virilité, j'ai l'impression. Ouais. Parce que quand on est jeune, jeune femme ou jeune homme, on a tous une belle chevelure. Mais avec l'âge... ça se décline. Aujourd'hui, dans notre génération actuelle, si tu remarques que le crâne rasé aujourd'hui, ça passe très bien, mais à une époque, dans les années 70-80, c'était plutôt la chevelure longue pour les hommes, et puis le mec qui était rasé, ça pouvait plutôt faire penser à l'ouvrier. Ouais.
Donc, c'est vraiment une question générationnelle. Et donc, l'homme aujourd'hui, certains hommes qui nous regardent, bien évidemment que la solution à la médecine esthétique peut être un appui pour reprendre sa confiance en soi et être non pas la solution, mais une des solutions d'accompagnement pour reprendre confiance en soi. Il ne faut pas stéréotyper la beauté. Le fait d'avoir une chevelure dense ne veut pas dire forcément qu'on est beau, qu'on est viril. Il faut juste donner une solution aux patients, aux hommes qui en souffrent. Ceux qui acceptent parfaitement leur calvitie, très bien, parfait. Mais ceux qui en souffrent, la médecine esthétique leur permet de trouver une solution, de les accompagner. Pour certains, c'est une forme psychologique aussi que tu fais. Tu fais un accompagnement psychologique. C'est-à-dire que lorsque tu reçois tes patients, tu discutes avec eux, tu vas réellement, des fois avec certaines personnes, dans l'aspect plutôt personnel. Et probablement que tu en as certains qui se confient à toi sur le pourquoi ils font ça. Il y en a d'autres qui vont être plus dans la retenue. Et toi, dans les hommes que tu coaches professionnellement, est-ce que tu as eu l'impression que, on parle de cheveux, mais pas que, le fait de vieillir, d'avoir les paupières qui tombent chez les hommes, est-ce que ça peut être un frein dans le développement de leur carrière professionnelle? Le développement de carrière professionnelle, c'est une des conséquences de la souffrance qu'ils peuvent avoir. C'est-à-dire que identitairement, si je ne suis pas en accord avec ce que je suis et ce que je crois renvoyer, j'insiste sur ce que je crois, parce que ça soulève d'autres points derrière, ça peut impacter sur ma capacité à avancer dans la vie. Est-ce que je suis capable de? Donc, d'un simple petit point, ça peut être les paupières qui tombent, le ventre aussi, les poignées d'amour, etc. Je n'ai pas confiance en moi à ce niveau-là, et donc ça va impacter les différents pans professionnels et personnel, et donc ma capacité à avancer dans la vie et ma prise de décision. Mais vraiment, ça peut freiner en effet ta carrière professionnelle. Pourquoi? Alors c'est pas direct, c'est indirect. C'est pas parce que j'ai pas de cheveux que d'un seul coup, je vais pas réussir dans la vie. Non. J'ai des problématiques aujourd'hui au niveau de mes cheveux. Je fais partie de ces gens pour qui ça impacte ma confiance en moi. Et donc, de fait que je n'ai pas confiance en moi, derrière, ça impacte ma confiance en relation avec les autres. Donc déjà en relation avec moi-même, et donc forcément en relation avec les autres, sur le plan personnel et pro. Tu as l'impression qu'ils ne se sentent pas suffisamment bien pour pouvoir accéder à un poste supérieur, vu qu'ils ont moins d'estime en eux, ou pas forcément? Pas forcément, ça va dépendre... Sincèrement, ça va vraiment dépendre des personnes que je rencontre. Pour certains, ça va plutôt être une force à se dire, écoute, vu que j'ai pas confiance en moi sur ce point-là, je vais me donner à fond là-dessus pour essayer de compenser. Mais il y a un mal-être intérieur. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'ascendance et réussir, professionnellement, réussir, je mets entre guillemets, c'est évoluer professionnellement là où je me suis donné l'envie d'y arriver, mais c'est plutôt l'aspect de à quel moment je considère que je suis heureux. Parce que certains vont considérer que la réussite professionnelle, ça va les rendre heureux, mais en réalité, ils ne le sont pas du tout. Voilà, ça soulève d'autres points. Et comment tu fais pour les aider, les accompagner? Je les accompagne à la fois sur la déconstruction de croyances qu'ils peuvent avoir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce système de croyances-là? De quoi me suis construit? Et la majorité du temps, c'est l'enfance, le système dans lequel on vit. Et en fonction des générations, c'est pas les mêmes systèmes de croyances. Donc, on va amener individuellement à déconstruire pour reconstruire. Et derrière, pour certains, réellement, qui ont encore cette souffrance à côté, surtout chez les hommes qui soit sont en surpoids, soit qui se laissent aller au niveau physique, prennent plus soin d'eux, ou d'autres en effet qui ont des problématiques de cheveux. Et j'insiste là-dessus parce que c'est récurrent en fait. Derrière, c'est ok, on travaille cet aspect-là, mais à un moment donné, une fois qu'on a travaillé cet aspect, on va pouvoir aller sur l'aspect plus physique parce que je suis enfin en capacité de prendre soin de moi et pas l'inverse. Il y a des personnes qui vont se dire « je vais faire de la chirurgie, ça va résoudre tous mes problèmes ». Non, c'est « je vais travailler sur moi ». Et la chirurgie ou la médecine esthétique va me permettre de passer le switch qui va faire que je vais aller beaucoup mieux. Pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Bien sûr. Il faut suffisamment s'aimer pour vouloir se faire du bien et aller mieux. Oui. Sinon, en fait, on arrive dans des extrêmes. Donc, tu sais, certains, ils abusent dans la médecine esthétique. C'est extrême, c'est pas beau. Oui, la dysmorphophobie, malheureusement. La dysmorphophobie, c'est, pour ceux qui nous écoutent, ça serait quoi? Tu le définirais comment, justement? Alors, la dysmorphophobie, c'est des gens qui n'arrivent pas à se voir comment ils sont réellement. Donc, quelqu'un qui est parfaitement mince, qui a un IMC normal, se voit gros. Quelqu'un qui a un nez parfaitement proportionné a l'impression qu'il a un nez très gros. Et justement, toi, dans ton accompagnement, tu vois des personnes comme ça, tu as cet aspect psychologique avec eux pour leur dire, écoutez, là, c'est OK, mais là,
Ah, mais bien évidemment, la médecine esthétique n'est pas juste prendre en charge le patient, répondre à sa demande et faire tout et n'importe quoi. C'est à nous de détecter, d'identifier les patients qui sont soit dysmorphophobes, soit qui sont en souffrance pour pouvoir les accompagner. Le fait de les réassurer, de corriger les petites choses qu'on peut corriger. Le but de la médecine esthétique est de les sublimer. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent te voir où il n'y a pas forcément de besoin directement de médecine esthétique et tu te dis, là, il y a peut-être un aspect psychologique derrière. Comment tu t'en sors face à ce type de situation? Alors déjà, j'essaye de les accompagner, faire les petits traitements esthétiques qui sont adaptés à leurs besoins. Mais très rapidement, j'essaye de les orienter vers des professionnels de santé, que ce soit des coachs, des psychologues, chacun son métier. Donc je peux aider, accompagner les patients qui sont en souffrance, mais je n'ai pas la prétention de faire un vrai suivi psychologique. Et ça t'est arrivé de dire à des personnes, écoutez, là, pour moi, je ne ferai pas. Oui. Parce que. Ah oui. Il y a pas à faire. Il y a 10 ans, c'était très fréquent de dire non aux demandes des patients. Il y avait une très grande influence des réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça commence à diminuer. On a beaucoup moins de patients qui viennent avec la photo de Kim Kardashian qui veulent la même bouche. Alors que ça leur irait pas. Alors ça ne leur irait pas. Mais à l'époque, oui, je disais non. Enfin, il m'arrive toujours de dire non. C'est au médecin esthétique de poser les limites. C'est pas aux patients. On est médecin, on a une formation en médecine esthétique, donc c'est à nous de dire c'est correct, ce n'est pas correct. Et lorsque le patient est trop demandeur, on peut identifier, soupçonner qu'il y a une souffrance psychologique, qu'il y a une demande autre que cette augmentation de lèvres, par exemple. Il y a une récente étude du Medical Research qui révèle que 62% des hommes n'ont pas confiance en eux à cause de la perte de cheveux et 43% considèrent qu'avec la perte de cheveux, ils perdent du sex appeal. Est-ce que toi, il y a autre chose en plus que la perte de cheveux que tu as identifié à travers ta patientèle? Effectivement, hein, la première demande est la perte de cheveux. C'est vraiment quelque chose qui pose problème aux hommes. Après, à partir d'un certain âge, on peut avoir un relâchement au niveau de la paupière, des paupières supérieures, un vieillissement global de leur visage, comme chez les femmes. Il n'y a pas de particularité spécifique. C'est vraiment les cheveux, les yeux et après le reste du visage. Et en parallèle, le corps. Oui, parce qu'il y a les poignées d'amour chez les hommes, le petit bidon. Ouais. Tu peux faire quoi pour ça? Alors, le sport, bien évidemment, sport, mais en parallèle... équilibrage alimentaire, cryolipolyse, destruction des amas graisseux localisés par le froid. Ça ne fait pas maigrir, ça aide juste à sculpter, donc d'accompagner les patients dans leur nouveau corps. L'acquisition de leur nouveau corps. L'acquisition de leur nouveau corps. Ok, oui, en fait, les gens voient surtout, alors c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, croient des fois que la médecine esthétique, ça va changer complètement leur vie. C'est une aide et un accompagnement, mais il y a un travail à faire sur soi en parallèle. D'ailleurs, Isabella, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton podcast? Je sais que ça aide pas mal d'hommes. Alors oui, mon podcast s'appelle Le Mal du siècle, MALE. J'invite des experts, des journalistes, des hommes, chefs d'entreprise qui parlent de leur expérience et de leur place en tant qu'homme et même des fois de leur souffrance. Donc ça peut être le rôle de père, le rôle du dirigeant, le rôle de l'homme tout court. Comment tu fais pour t'y retrouver aujourd'hui? Et donc voilà, les personnes sont autant des femmes que des hommes qui écoutent aujourd'hui au niveau de l'audience. C'est très agréable de te recevoir. Merci à toi de m'avoir reçu et d'avoir pu échanger parce que c'est rare d'avoir aujourd'hui des intervenants, des médecins esthétiques qui couplent la partie esthétique mais aussi mentale. Donc merci à toi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Je reçois Isabella, coach, formatrice et expert en hommes. Bon, je m'en suis pas tapé beaucoup, mais un petit peu, je vous jure. C'est passé si vite. Je la refais.